Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cet atelier qui va nous permettre en fait dans le cadre de la team excusez-moi, oula, alors ça commence bien c'est que je vois que alors on a d'autres personnes qui arrivent. Excusez-moi, ça a coupé du coup le partage. Pardonnez-moi. Bonjour Pascal, bienvenue. Merci, bonjour Céline. Merci à toi d'être là. Je t'en prie. Alors, je vous propose que l'on commence. Si vous pouvez juste déconnecter donc éteindre vos micros pour que l'on soit effectivement plus réceptif, en tout cas sur la qualité. Donc, cette présentation de ce matin, cet atelier va concerner donc les forces commerciales export et l'externalisation des forces commerciales export. On est là sur cet atelier dans le cadre des rendez-vous de la Team France Export organisés donc par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les rendez-vous de la Team France Export donc, sont des rendez-vous du 10 au 20 octobre et permettent à l'écosystème de l'international d'intervenir pour les entreprises, de donner de l'information, des formations, des ateliers sur différents sujets de l'international. Cet atelier va se dérouler sur un créneau d'1 heure. On va avoir en gros 45 minutes de présentation avec des témoignages et on laissera 10 à 15 minutes d'échange questions-réponses. Nous vous proposons aussi, pour éviter que vous perdiez vos questions au fil du temps, si toutefois vous avez des questions en tête, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Cela nous permettra de pouvoir y répondre rapidement sans se couper la parole les uns les autres. On a la chance aujourd'hui donc d'animer cet atelier avec Cécile Bourry, qui est adhérente de l'OSCI et qui est fondatrice en fait du cabinet CBCI. Et Stéphane Santia-Androus de BPI France qui va nous amener son éclairage sur la partie financement. Donc l'objectif de cet atelier est de comprendre effectivement l'intérêt de l'externalisation des forces commerciales pour inciter nos PME françaises à se développer à l'international. Je vais faire un petit focus rapide sur ce qu'est l'OSCI parce que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. On va évidemment s'attarder sur un sujet qui est le cœur de notre discussion, qui est l'externalisation, avec le focus sur les moyens de financer son développement à l'export, une partie témoignage et ensuite la partie sur qu'est-ce qui peut être externalisé et comment on peut aborder ce volet-là. Donc, en quelques mots, rapidement, donc pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas l'OSCI, l'OSCI est la fédération professionnelle qui réunit en fait les prestataires privés du commerce international. Dans l'écosystème aujourd'hui, vous avez la partie des acteurs publics et les acteurs privés, sachant que sur Auvergne-Rhône-Alpes, la Team France Export qui représente les acteurs publics, eh bien l'OSCI est partenaire de cette Team France Export. Donc, on a vraiment un écosystème global intéressant. L'OSCI est là pour représenter en fait les sociétés d'accompagnement à l'international, les sociétés de commerce international, les sociétés de gestion export et des membres associés. Donc on intervient, l'objectif est d'intervenir à tous les stades du développement de l'entreprise au niveau de son projet d'exportation. L'OSCI aujourd'hui regroupe 160 adhérents à travers le monde avec 130 pays couverts et 40 délégations pays. On a en France 10 délégations interrégionales, dont d'ailleurs Cécile qui est représentante donc de la région, excuse-moi Cécile, de la région, j'ai perdu le nom de ta région, tu vois bien que ça va pas. Sur les Hauts-de-France, excusez-moi. Et également l'Ouest, donc jusqu'à la Normandie, tout le Nord-Ouest. Jusqu'à la Normandie. C'est intéressant de savoir que l'OSCI est un acteur incontournable en fait aujourd'hui de notre écosystème avec globalement 50 000 entreprises qui ont été jusque-là accompagnées et 20 milliards d'euros générés à l'export sur les 3 dernières années. Donc c'est intéressant, c'est pas anodin et c'est important pour les entreprises de savoir qu'il y a aussi cette partie privée dans notre écosystème. Comme je vous le disais, on a différents membres au sein de l'OSCI et les services proposés vont aller de A à Z. C'est-à-dire qu'on va avoir autant du développement commercial à travers des diagnostics, des études de marché, de l'externalisation de services export, qui va être notre sujet, que du développement industriel avec des recherches de partenariat, de l'implantation industrielle, de la recherche de financement.
aussi d'autres types de membres qui sont là vraiment des sociétés de commerce international, c'est-à-dire des négociants, des bureaux d'achat ou autres. L'objectif de l'OSCI est de fédérer chacun des membres situés dans les pays, de créer du lien entre les adhérents et effectivement de porter le message de l'OSCI dans l'écosystème de chaque pays. Donc, on vous a mis ici quelques pays, mais sachez que nous sommes présents dans dans 130 pays aujourd'hui par rapport à ça. Le cœur de notre sujet du jour, c'est évidemment l'externalisation des forces commerciales. Donc, on ne perd pas de temps et on rentre dans le cœur du sujet. Et je vais laisser la main pour ça à Cécile Bourri, qui va nous expliquer ce qu'est l'externalisation et où est-ce qu'on peut aller ensemble. Merci beaucoup, Céline. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Cécile Bourri. Je suis membre de l'OSCI depuis 2010 et, comme le disait Céline, une experte de l'externalisation puisque c'est un sujet qu'on pratique chez CBCI depuis l'ouverture. Alors, qu'est-ce que l'externalisation? C'est en fait une possibilité pour vous de confier à un prestataire extérieur une mission de courte durée, de longue durée, qui va vous permettre d'avoir quelqu'un qui va travailler comme si c'était un membre de votre société avec une carte de visite dédiée et qui va donc pouvoir venir compléter ou remplacer la fonction commerciale et marketing à l'export. Donc, effectivement, la question à se poser, c'est déjà de voir est-ce que le fait d'exporter quand on en a envie, c'est un métier. Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous en êtes en capacité? Ou est-ce que vous avez envie de vous entourer de bonnes personnes? Et parfois, le fait de vouloir s'entourer de bonnes personnes, ça peut coûter et l'externalisation peut être un sujet, on va le voir tout de suite après. Les raisons, donc sur la slide suivante, d'externaliser peuvent être déjà de vouloir faire des économies. C'est-à-dire qu'on se dit, un directeur export avec un business developer, une assistante, si on prend le salaire moyen chargé de tout cet ensemble, on arrive vite à 6 chiffres. Et du coup, ça peut poser problème quand on veut démarrer sans prendre de risques. Donc, déjà, une première économie. La vitesse, le fait d'avoir des gens qui sont compétents, ce sont souvent des directeurs export externalisés, des business développeurs qui peuvent à la fois associer le digital, le sédentaire, le terrain, qui maîtrisent cet ensemble. Comme ils sont aguerris à tout ça, ils vont plus vite puisque c'est déjà leur quotidien. Donc forcément, quand en plus vous choisissez des gens qui sont dans votre secteur d'activité, vous avez de grandes chances que les portes s'ouvrent beaucoup plus vite que si vous deviez former quelqu'un au commerce international. Il ne reste plus donc, comme vous le savez, à former à vos produits ou vos services. Et comme très souvent dans l'externalisation, on jongle d'une société à l'autre, d'un produit à l'autre, d'un service à l'autre, on a la mécanique spirituelle pour le faire et pour aller chercher, je dirais, toujours les points à mettre en avant qui permettent de promouvoir une société et ses services. Le professionnalisme, effectivement, comme on le disait juste avant, le fait d'avoir des gens compétents et que vous allez pouvoir payer sur du temps partagé ou du temps défini vous permettra d'avoir toujours une chaîne de valeur complète à disposition à un coût qui est raisonnable. La transparence, comme on agit en votre nom avec une carte de visite dédiée, une adresse mail dédiée, un téléphone dédié, vous pouvez contrôler tout ce qui est fait. Et comme nous sommes prestataires extérieurs, on se doit d'être encore plus exemplaires et on vous envoie régulièrement, tous les mois, des points d'activité qui contiennent tout ce qui est fait, c'est-à-dire à la fois les prospects qu'on peut trouver, les clients, les actions menées. Et tout cet ensemble vous appartient, c'est-à-dire que le jour où vous arrêtez la mission, vous récupérez l'ensemble des données. La souplesse, on le verra après dans l'exemple, vous pouvez décider de faire travailler plus de jours, moins de jours, sur un pays, sur tous les pays du monde, sur quelques pays. Vous pouvez décider aussi de faire travailler sur certaines fonctions. Donc, en fait, le service clé en main, c'est vraiment ce qui vous permet de définir avec le prestataire ce qui va être bon pour vous en fonction des périodes et en fonction des cibles des pays visés. La sécurité, sur la sécurité, je vais laisser la main à mon collègue Stéphane qui va vous parler comment est-ce qu'on peut sécuriser ses coûts de prospection et d'externalisation. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé.
Merci à l'OSCI de m'inviter à ce webinaire. Je suis Stéphane Santier-Andrews, je travaille pour BPI France et mon job est d'accompagner les entreprises sur le volet international, qui à l'export, qui à l'internationalisation tout simplement. Euh, pour mémoire, posez vos questions hein, sur le fil de conversation et puis on y répondra à la fin. Aujourd'hui, je vous présente l'assurance prospection et en préambule, je voudrais insister sur deux points. C'est que exporter, c'est un métier. Exporter, c'est un métier. Et lorsqu'on n'a pas la compétence en interne, c'est pas du tout péjoratif, mais il faut surtout pas se priver de l'apprendre en externe pour un temps court ou pour un temps long, comme ça a été précédemment souligné. Et les SAI, les sociétés d'accompagnement international, c'est leur job, voilà, c'est leur métier. Et le deuxième point, c'est que le financement est un facteur clé de succès à l'export. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des ressources longues parce qu'on va rapidement s'inscrire sur un temps long. Voilà. Et donc l'assurance prospection a deux objectifs. Le premier, c'est de sécuriser votre risque d'échec commercial qu'on va lire à terme ou pas. On va peut-être pas le lire. Et donc on va déjà tout faire pour pas qu'il y ait un échec commercial, mais il faut l'envisager. Donc l'assurance prospection, deux objectifs, sécuriser votre risque d'échec commercial et puis recevoir un soutien en trésorerie. Voilà, ça, c'est les deux objectifs. Alors, comment cela fonctionne? Voilà, ça fonctionne bien et ça fonctionne simplement. Euh, et il n'y a pas, il a pas un dossier de dingue à instruire. Les sociétés d'accompagnement international pourront en faire le témoignage le cas échéant. Donc, à l'appui d'un budget de dépenses prévisionnelles que vous allez construire et que nous, derrière, on va challenger un petit peu pour essayer de comprendre quelle est la stratégie d'action de l'entreprise. À l'appui de ce budget prévisionnel de dépenses, euh, la filiale BPI France Assurance Export retient un montant de budget qu'elle va décider de garantir. Une quotité de garantie de 65% est appliquée et il en résulte un soutien en trésorerie qui est donc égal à 65% du budget de dépenses garanti. Cette manne financière est versée à date, en l'état actuel du dispositif, est versée en deux temps. La moitié immédiatement à la signature du contrat, donc pas de devis, pas de facture, une poignée de main, et des fois même pas, parce qu'on est souvent en signature électronique. Et vous recevez par virement sur votre compte de banque. Hein, pour mémoire, il n'y a pas de compte à ouvrir ou possiblement ouvert chez BPI France, donc c'est avec vos banques de flux. On verse la moitié du budget garanti en une fois. Et puis la deuxième moitié sera versée au bout d'un an, au plus tôt, et au terme de la période de prospection. La période de prospection, elle peut être de 2 ans ou de 3 ans au choix. Mais l'idée, c'est que on s'inscrive dans un temps long et qu'on puisse vous aider à construire un temps d'acquisition client qui peut être jusqu'à 5 ans en définitive. Et au terme de cette période, au début de la 6e année ou au début de la 5e année, selon si on a choisi 2 ans ou 3 ans de prospection, au terme de cette période, on va demander à lire le chiffre d'affaires export sur la zone garantie qu'on a couverte et on va comparer ce chiffre d'affaires-là avec le soutien en trésorerie reçu. Et l'idée, en va de l'équilibre du modèle, c'est que vous êtes amené à rembourser le soutien en trésorerie que vous avez reçu. Alors, vous remboursez jamais plus, bien entendu. Et puis, si pour une raison ou pour une autre, euh, le succès commercial est à mi-hauteur, bah, la différence entre le soutien en trésorerie que vous avez reçu et puis le montant pour lequel vous êtes appelé à nous rembourser, bah, cette différence-là, vous la passez en produit exceptionnel sur opération de gestion et nous, on accuse cette perte. C'est un produit assurantiel, donc c'est étudié pour, comme disait Fernand Reynaud. Pour conclure,
chaque chef d'entreprise a une assurance qui couvre sa responsabilité civile professionnelle, sa perte d'exploitation, et tous les exportateurs n'ont pas d'assurance prospection. Ben, c'est une belle erreur. Voilà. Et deuxième chose, saisissez cette balle tendue et rappelez-vous que le coût, hein, cette prestation d'externalisation, c'est ce qui marche. Nos pays voisins le font et performent à l'appui de cela. Faites-le, faites-le. Ça a un coût. Eh ben oui, mais c'est normal parce que tout ce qui est gratuit n'est pas forcément terrible. Ça a un coût et ce coût-là est pris en charge dans l'assurance prospection. Voilà, donc faites-le. J'en ai terminé et n'hésitez pas à nous solliciter. Harcelez-nous. Merci à vous. Merci Stéphane. Peut-être un petit mot, j'en profite alors sur, est-ce que tu peux nous redonner le cadre, même si ce n'est pas BPI qui est à l'initiative de ce dispositif, mais est-ce que Oui, voilà, tu peux nous redonner quelques informations sur le chèque export? Dans le complément des financements, l'assurance prospection, vous avez vu qu'il y a une valeur financière. S'il manque des sous, eh bien, là encore, il y a 2-3 sujets. On peut faire un prêt complémentaire avec votre banque ou sans votre banque. Voilà, vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas au milieu du gué. Et le dernier point, s'agissant des chèques relance export, saturez-les. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour solliciter des prestations, y compris des prestations de traduction, mais des prestations d'accompagnement en mission individuelle, des rendez-vous B2B, par exemple, en accompagnement collectif. Voilà, je vous laisse lire, participer à des salons, Pavillon France. Ces chèques relance, export, il y en a 6, plus un dédié à la traduction. S'ils ne sont pas appelés au plus tard au 15 décembre, ça sera perdu. Donc, c'est tout juste pas entendable que chaque exportateur ne soit pas jeté dessus. Donc, profitez-en, achetez de la prestation, de l'étude de marché, du rendez-vous B2B, allez renifler tel ou tel pays à l'étranger. Mais il faut saturer cette main tendue. Donc, c'est jusqu'au 15 décembre que vous avez pour signer le bon de commande. Franchement, faites pas ça le 14, hein, les services vont être engorgés. Donc, vous avez tout le mois, la fin octobre et le mois de novembre pour le faire. Voilà, attendez pas, on attend trop et ça avance pas. Donc, foncez. Et la deuxième chose, c'est que la prestation, elle, devra intervenir au plus tard le 15 avril. Voilà, mais franchement, saturer cette main tendue. Voilà. Merci Stéphane. Effectivement, c'est important de noter hein, que ça doit être déposé jusqu'au 15 décembre pour des prestations allant jusqu'au 15 avril. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment échelonner jusqu'à cette date finale de prestation. Merci Stéphane pour cette intervention. J'espère que pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas ces dispositifs, ça vous donne davantage d'informations. Et maintenant, on va effectivement se poser la question de qu'est-ce que l'on peut externaliser quand on parle d'externalisation de services export ou d'externalisation de force commerciale. Cécile, si tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur ce sujet-là. Tout à fait. Merci Céline, merci Stéphane. Avant de répondre à cette question, je voudrais donner 3 points pragmatiques. Le premier, c'est que vous avez en Auvergne-Rhône-Alpes beaucoup de gens dédiés sur l'externalisation, beaucoup de gens qui peuvent aussi vous aider à monter les dossiers d'assurance prospection. Je pense à notre collègue Anne Lannoy qui est experte là-dedans. Et c'est tout aussi important de bien remplir un dossier d'assurance prospection parce que malgré le fait qu'on pense que c'est facile, on n'a pas forcément toujours les idées en tête de tout ce qu'on peut mettre dedans et de combien ça coûte. Donc faites-vous accompagner là-dessus. Il y a des chèques relance qui financent aussi cette partie. Et enfin, comme je vous le disais, le lien entre l'assurance prospection et le chèque relance export, c'est qu'on peut récupérer les sommes qui restent à charge et les mettre dans le dossier d'assurance prospection. Donc non seulement vous avez un chèque relance à 50%, mais les 50% qui restent, vous pouvez aller les mettre dans le dossier d'assurance prospection et récupérer 65%. Donc c'est encore plus intéressant pour vous de bénéficier de tout ce système. Les 100% qui sont pris en compte dans l'externalisation, ce sont les agréments qui sont donnés à tous les OSCI qui pratiquent l'externalisation
par opposition à des gens qui font du conseil pour lesquels il n'y a que 50% de la prestation qui est prise en compte. Toutes les personnes que vous voyez à l'OSCI qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes sont agréées à la fois chèque relance export et externalisation BPI. Donc, je vous invite vraiment à les contacter. Voilà, je voulais, ceci étant dit, maintenant rentrer dans le cœur du sujet. Effectivement, on nous dit souvent, mais finalement, ça marche comment l'externalisation? Qu'est-ce qu'on peut externaliser et est-ce que je peux décider de faire seulement tout partie? Alors, comme vous le voyez sur cette slide, vous pouvez décider de faire du partiel, vous pouvez décider d'externaliser une seule fonction. Par exemple, vous allez dire, ben moi, j'ai pris un alternant, j'ai pris des VIE, mais je n'ai pas d'expert qui peut me diriger tout ça. Donc, je vais prendre un directeur export externalisé qui va me piloter ça. À l'inverse, vous dites, ben, j'ai peut-être des gens qui fonctionnent bien, mais j'ai besoin de gens qui vont prospecter. Si je prends des business développeurs qui ont l'habitude de prospecter, ils vont alimenter mes commerciaux en interne. Ou alors, je peux dire, j'ai zéro. J'ai peur d'embaucher. Et dans ce cas-là, ben, je prends l'ensemble de la formule. Une direction export, des business développeurs, des personnes qui vont plutôt suivre les clients qu'on appelle des attachés commerciaux par opposition à ceux qui vont prospecter, ceux qui vont simplement entretenir aussi tout votre réseau actuel et puis élargir à la fois le nombre de produits et de services qu'on peut vendre chez un client ou élargir la base client dans un pays donné ou dans plusieurs pays donnés. On peut aller jusqu'à la communication. On peut aussi externaliser du community management en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, et même en français, bien sûr, puisque qui peut le plus, peut le moins. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est en termes de temps, on peut décider ça. En termes de géographie, on peut dire, je donne tout l'export. On peut dire, j'ai déjà des pays export couverts, mais par exemple, j'ai personne qui parle allemand, et je sais que si je prends quelqu'un qui parle allemand, ce sera peut-être plus facile pour aller exporter. Et bien dans ce cas-là, je vais prendre un service export ou des responsables export uniquement pour la zone d'art, Allemagne, Suisse, Autriche. Ou je vais prendre quelqu'un pour l'Asie parce que j'ai quelqu'un en Europe. On a vu dans les fonctions, on vient d'en parler, la raison sectorielle, c'est aussi un sujet. Vous pouvez dire, ben moi j'ai des commerciaux qui sont experts chez moi d'un pan, d'un segment de marché donné. Je viens de racheter une boîte qui fait d'autres produits. Si je donne ça à mes commerciaux, ils vont être perdus, ça va diluer l'ensemble. Je vais externaliser et puis si ça marche, je reprendrai ça en interne. Donc vous voyez, il y a plein de solutions possibles, y compris le coût. On peut peut-être passer à un témoignage et après, je reviendrai dans l'ensemble des fonctionnements et puis je parlerai également du coût parce que c'est souvent une question. Effectivement, merci Cécile pour ce complément d'information. Effectivement, vous voyez que ben voilà, ça ne s'invente pas, que c'est une démarche qu'il faut réfléchir, qu'il faut anticiper pour pouvoir trouver la bonne solution et la solution la plus adaptée en fait à vos besoins, mais qu'en fait, eh ben, tout est possible sur ce volet externalisation. Il nous a semblé opportun de pouvoir faire témoigner quelques entreprises qui ont bénéficié ou qui bénéficient de certains aspects de cette externalisation. Le premier témoignage vient en fait, alors la personne n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle faisait le switch entre Dubaï et l'Irlande, donc c'était un peu compliqué de la voir. Par contre, il a accepté qu'on enregistre son témoignage. Il s'agit en fait de Patrice Fèvre-Dubose, qui est PDG de la société Closeman, qui est basée à Saint-Étienne. Et cette société, en fait, dont la marque Block Access, en fait, est producteur d'ensemble anti-vandalisme. Et sur le sujet là le Block Access, la marque Block Access, en fait, il fabrique des barrières anti-camions béliers. Donc, je vais excusez-moi. Voilà, je vais vous lancer. J'espère que vous entendez. Faites-moi signe si ce n'est pas le cas ou dites-le moi, mais je pense que normalement, ça devrait être OK. J'ai pas de son, moi, de Patrice, hein.
Moi non plus, je n'ai pas de son. Ah, alors, attendez. Vous n'avez pas de son? Ah, ça, c'est problématique. Et moi, vous m'entendez Confirme pourtant. aussi, si. Il n'y a pas de son, Céline, pardon. Ah, ben voilà, le problème technique du jour devait être là. Alors, voyons voir. Pourquoi il n'y a pas de son alors que moi, tout est bien. Tac, 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 tac. Voyons voir. Pourquoi Je, ça ne je, veut je, je vais meubler pendant l'incident Oui, technique. vas-y, s'il te plaît, Stéphane. Merci. Je cherche une. Patrice a également une autre société, pour le coup, à Saint-Étienne. Lui, c'était très clair. Il avait identifié qu'il avait un produit avec une marque propre, un produit différenciant, un produit que des concurrents ont également, peut-être sous une forme différente. Et il s'est dit, mon marché, il est clairement à l'export. Pourquoi? Parce que le reste du monde, c'est juste à peu près 48 fois plus gros que la France. Son raisonnement, c'était clairement celui-ci. Et le deuxième point, après, ben, c'est comment je fais. Parce que chez moi, on ne parle pas les langues étrangères, je n'ai pas de fonction export, je suis primo-exportateur. Bon, ben voilà, externalisation. En revanche, on a un dirigeant qui est convaincu, actif et qui va à l'étranger pour visiter ses clients et ses prospects. Mais ça ne peut pas se faire sans l'externalisation puisque la ressource, il ne l'a pas chez lui. Voilà. Merci Stéphane. J'ai trouvé une solution, hein. On va faire de l'adaptation. Je vais vous transmettre le son à travers mon téléphone. Je pense que ça devrait mieux marcher. Je vous relance et vous me dites si c'est OK. Tac. Alors, si le son veut bien. Ah, ben, c'est les aléas du direct. Ça fonctionnait ce matin, évidemment. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, Céline, si pendant que le réglage technique se fait. Est-ce que c'est OK là? Des systèmes de sécurité pour sécuriser des événements, notamment des systèmes anti-voitures béliers pour éviter le genre de désagrément qu'on a eu lors des événements de Nice. Hein, tout le monde se rappelle du camion qui a écrasé un certain nombre de victimes. Voilà, donc nous, j'ai racheté cette société il y a 2 ans qui fabrique ce genre de produits. Et donc, j'ai souhaité partir à l'export parce que c'est un produit qui a du sens à l'export. Il y a tout ce qui est sécurisation est de plus en plus demandé dans des pays étrangers. Donc, j'ai rencontré à cette occasion Stéphane Santandros, de BPI France, qui m'a bien conseillé. Donc, la première chose, donc, on a effectué une assurance export afin de pouvoir financer notre projet. Et puis, je vais présenter le projet en parallèle, bien sûr. Donc, mon projet, c'est de me développer au niveau de tout ce qui est Golfe Persique et puis également au Canada. Alors, pourquoi ces deux régions-là? Le Golfe Persique, parce qu'il y a des besoins de sécurité et il y a des facilités de financement, entre guillemets, qui sont importants. Il y a vraiment un besoin et un potentiel. Et puis le Canada également, parce que sur tout ce qui est Amérique du Nord, le Canada est quand même une porte d'entrée assez facile pour nous Français. Nous sommes une petite société, nous sommes 5 personnes, donc c'est une TPE. On est dans la métallurgie, donc on fabrique nos produits. Hein, on transforme l'acier, on fait du traitement de surface dessus, hein, de la galvanisation, et puis on fait de l'assemblage. Et puis après, on vend notre produit beaucoup en France. Et puis, on essaie de se développer. Alors, on a déjà un client en Belgique, qui était un client historique, et on vend également en Angleterre. Donc, ça, c'est les 2 pays où on vend un petit peu à l'export. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Stéphane nous a accompagnés au niveau de BPI pour aller un peu plus loin. Alors, la problématique étant 5 personnes dans l'entreprise, vous vous doutez bien que je n'ai pas un service export et commercial qui soit hyper développé. Donc, on a un directeur technique. J'ai un directeur technique comme bras droit qui m'épaule sur tout ce qui est justement technique et devis. Et puis moi, je m'occupe du commerce et puis de la gestion de l'entreprise en général. Donc, en ce qui concerne l'externalisation
de la phase export, de notre phase export, Stéphane m'a conseillé de me rapprocher de sociétés qui étaient présentes sur le territoire cible afin de me faciliter le travail. Alors, donc, j'ai suivi son conseil. J'ai contacté 2 sociétés qui m'ont épaulé, enfin qui m'épaulent toujours d'ailleurs. La société donc Réseaué qui est pour le Canada, et puis la société Export Pulse pour tout ce qui est Golfe Persique. Export Pulse, c'est une société qui est en France, et dans le Golfe Persique, elle s'appelle TT Gulf. Et c'est Jean-Pierre Labrie qui en est le dirigeant, qui est une personne qui est très efficace. Alors, pourquoi utiliser des sociétés intermédiaires pour aller à l'export? Ben, c'est simple, hein, depuis la France, c'est pas forcément évident d'aller conquérir un marché, de connaître la culture, d'avoir des réseaux, hein, parce que notamment dans le Golfe Persique, le réseau est hyper important. Donc, on est beaucoup en réseau. Le produit est important, mais le réseau et puis la personne qui connaît la personne qui connaît la personne qui commande, c'est assez primordial. Et puis en plus, bon, on a cette approche avec la culture locale qui fait que cette externalisation nous permet d'éviter des écueils, notamment on gagne du temps, je pense. On gagne également en savoir-faire au niveau export, hein. Ça nous fait monter progresser en savoir, enfin au niveau culturel, et puis au niveau technique également, au niveau technique export. Et puis voilà, donc, on en est, bon, moi ça fait 6 mois que j'ai démarré cette opération, enfin même presque 9 mois maintenant aujourd'hui. J'ai aucun bon de commande sur l'export. C'est très long. Hein. Faut se le mettre dans la tête également. C'est pas parce que vous allez faire un salon à Dubaï ou un salon à Montréal que vous allez ramener des commandes tout de suite. C'est long, c'est de la confiance à avoir avec les interlocuteurs locaux. Hein. Et puis voilà, de toute façon l'export, comme le commerce déjà en France, c'est déjà un petit peu long, mais l'export ça l'est encore beaucoup plus. Parce qu'il y a cette notion de confiance. Voilà, donc la manière dont se passe un petit peu l'externalisation en ce qui me concerne, c'est on a démarré, donc j'ai présenté les produits à Réseaué et à TT Gulf. Donc on a eu des réunions alors en live et puis par internet, hein, par Teampulse ou des choses comme ça. On a fait des réunions comme ça. Parce que forcément, aujourd'hui, avec les technologies, c'est quand même un peu plus facile de se parler et puis de montrer les choses qu'au téléphone. Et puis, donc, j'ai présenté les produits, les cibles, et donc, les 2 sociétés se sont mises à travailler là-dessus. Localement, donc, elles ont essayé de trouver des interlocuteurs, hein, puisque moi, ce que je cherche là-bas, c'est un distributeur ou des distributeurs locaux. Hein, donc, c'est une interface entre le client final et nous. Et voilà, donc sur place, ils ont eu des contacts téléphoniques et après, moi, j'ai un contact direct avec le client final avec le distributeur, pardon, pour pouvoir l'argumenter et puis présenter les produits et puis parler du commerce et puis également de notre mode de fonctionnement. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? C'est bon? C'était assez clair? Ok, super. Désolée pour ce petit aléa technique, mais on a trouvé voilà, une solution. C'est l'essentiel d'avoir écouté ce témoignage. Ce qu'il faut retenir, et vous l'avez bien vu, c'est qu'effectivement, ce que moi je vois dans tout ça, c'est ne partez pas seul. Accompagnez-vous, faites-vous accompagner par des gens dont c'est le métier et le réseau. Il parle de réseau, ben oui, je crois qu'aujourd'hui ça c'est absolument important et fondamental. Vous avez votre réseau en tant que chef d'entreprise, votre réseau local, votre réseau sur le local ou sur le national, peu importe, mais au niveau international, accompagnez-vous de gens qui ont aussi des gros réseaux à l'international et qui peuvent vous faciliter la chose et vous faire gagner du temps.
J'ai vu qu'on avait, alors avant de faire intervenir le témoignage de Pascal Brunel, j'ai vu qu'on avait une question dans la conversation, Karl, un sujet sur l'assurance prospection, et Stéphane avait commencé d'intervenir, et Cécile, si tu veux bien effectivement répondre à Karl par rapport à ça. Oui, tout à fait. En termes de prestations, le pourcentage, à partir du moment où on est membre de l'OSCI, passe automatiquement à 100%. Il y a un deuxième sujet qui est le fait de se faire agréer par BPI. Et avec cet agrément, on a donc une attestation qui nous permet la prise en charge à 100% déplafonnée. C'est-à-dire que si quelqu'un veut une assurance prospection à 100 000 et qui veut mettre 100 000 € dans l'externalisation, c'est possible. Donc, on pourra en reparler en off si vous voulez, mais en tout cas, il y a effectivement un sujet. Il y a une petite démarche à faire, effectivement, pour obtenir cet agrément officiel BPI. Oui, tout à fait. Il y a d'autres questions. Je propose qu'on y réponde à la fin, parce qu'il y a encore pas mal de choses intéressantes à témoigner. N'hésitez pas sur le chat. Et sinon, donc, je vais poursuivre avec ce deuxième témoignage de Pascal qui est avec nous ce matin, qui nous fait le plaisir d'être là, si tu es encore connecté. Oula, excusez-moi. Si tu es encore avec nous, oui, Pascal, voilà. Pascal qui est dirigeant du groupe Cibim en Haute-Loire. Et puis, je vais te laisser la main. Tu seras beaucoup plus à même d'y répondre, de te présenter, de présenter ton secteur d'activité, de nous faire part de ton expérience au sujet de l'externalisation. Oui, alors très rapidement, vous voyez en effet sur le slide un certain nombre de structures. Ce sont des sociétés qui sont spécialisées essentiellement dans le domaine de la machine spéciale pour mettre en forme, eh bien, ma foi, des besoins en termes de process industriels pour des applications agroalimentaires ou abrasion. Et donc, nous avons pas mal de bureaux d'études et l'ensemble des compétences associées pour les fabriquer en interne, les monter, les installer chez les clients. À travers ça, on a développé, notamment sur TMUA, des produits qui sont devenus finalement des produits propres en termes d'application pour rendre un état de surface sur une matière, qu'elle soit cuir, bois, acier, etc. À travers ça, on était sollicité parfois dans nos métiers à travers des sociétés françaises qui avaient des installations de sites à l'étranger, d'intervenir également à l'étranger. En revanche, on n'avait jamais eu la démarche organisationnelle aussi, du reste, en interne, eh bien, d'essayer de faire de la prospection et de proposer finalement nos produits directement à l'export. Alors, on est une entreprise qui a assez fortement évolué ces dernières années. Donc, on s'est déjà battu pour essayer de bien s'organiser en interne et évidemment, pour l'export, eh bien, nous étions complètement ignorants. Donc, la question s'est rapidement posée. Comment pouvons-nous envisager d'entamer une démarche à l'export sans connaissance particulière? Autant on est assez bien connu sur le marché français, autant à l'étranger, ma foi, c'est difficile. Alors la question, elle ne s'est pas posée bien longtemps. On a eu l'occasion de se rencontrer avec Céline il y avait quelques années. J'avais retenu sa possibilité donc de pouvoir nous aider. Et ensuite, une autre aide précieuse a été possible à travers Stéphane Santier-Andrews qui a pu nous monter le dossier assurance prospection. Donc à travers TMUA et à travers ces équipes-là, et notamment l'action de Céline, on a pu en interne, et bien ma foi, déjà avec un professionnel, mettre en forme l'ensemble des procédures administratives, douanières, etc., pour que eh bien, on puisse intervenir sur un besoin à l'export. Donc tout ça c'est fait. Voilà. Tout ça c'est fait. Si j'avais dû former mes gens pour le faire, ça m'a évidemment coûté certainement plus cher. Ensuite,
ben, on a la démarche qu'on a lancée. Alors, sur TMUA, on a décidé d'aller sur le marché US en termes pour attaquer le marché de la tonnellerie, où nous sommes pas mal présents sur le territoire métropolitain. Et on teste, et puis on rebondit en se disant que finalement on a essayé ça, on a peut-être d'autres possibilités sur le marché européen avec notre gamme de produits standards à destination de la maroquinerie. Voilà, donc pour nous c'est du plus, hein, l'export, donc ce sont typiquement des leviers de croissance qui peuvent être intéressants. Donc bah, écoutez, on est armé aujourd'hui avec aussi tout le réseau que Céline a derrière elle, avec ses contacts qui nous ont semblé tous pertinents, en tout cas dans la mise en forme de ces actions. On n'a pas encore de résultats spécifiques, pour autant on continue d'avancer. Ce qui est intéressant, et je finirai par là, sauf s'il y a d'autres questions, mais s'il y a des questions, mais ce qui est intéressant aussi, quand on décide comme ça d'externaliser le service export, c'est que le service export revient à nous régulièrement pour lui dire on en est tout. Et ça, c'est capital, parce que finalement, le temps avançant si vite, on est toujours pris dans notre quotidien à travers nos affaires en cours, nos clients en cours. Donc on a tendance non pas à le mettre de côté, mais en tout cas à ne pas forcément le suivre de façon rigoureuse. Le fait de l'externaliser, eh ben, on a quelqu'un qui ne nous oublie pas et nous rappelle à l'ordre un petit peu sur la mise en route des choses, et ça, croyez-moi, c'est précieux. Voilà, j'espère avoir été assez concis, Céline. Merci, oui, Pascal, merci pour ce témoignage. Et c'est effectivement important de dire que vous constatez en fait que là, c'est une démarche un petit peu différente de ce que Cécile proposait. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut vraiment adapter en fait cette offre d'externalisation. Cécile va beaucoup plus aborder sur sa structure le fait d'avoir la carte du client, d'être vraiment intégré à l'entreprise en tant que telle, et d'aller faire du business développement pour le compte de l'entreprise. Moi, j'ai une structuration un petit peu différente où en fait, je ne vais pas forcément avoir la carte du client et travailler pour le compte de l'entreprise auprès d'autres structures. Par contre, je vais avoir développé et fait travailler en fait des confrères basés directement dans les pays qui vont être forcément beaucoup plus efficaces que moi ici en Auvergne. Et en fait, on va mener une mission dans le pays avec des confrères qui vont mener la mission pour le compte de l'entreprise. Donc, et c'est en ça, c'est qu'on en revient au réseau, le fait de dire que, eh bien oui, au sein de l'OSCI, au sein de nos métiers, on a vraiment des réseaux riches et qui nous permettent d'aller chercher les bons contacts, les bons interlocuteurs au bon moment, soit par expertise sectorielle, soit par expertise géographique, ou les deux. Mais en tout cas, on a vraiment différentes manières de travailler, et tout ça, c'est de l'externalisation. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions? Peut-être d'autres sujets? S'il n'y a pas d'autres questions, Cécile, est-ce que tu veux qu'on parle de cet exemple? Merci encore une fois, Pascal, pour ton temps. Merci d'être intervenu sur cet atelier. Oui, merci rapidement. À vous, je vous laisse. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Merci Pascal. à toi. Oui, c'est parfait. Ces exemples, effectivement, permettent de bien mettre en avant le fait que l'externalisation, c'est un produit sur mesure. C'est ce qu'il faut retenir. On peut le faire partiel, complet, vous l'avez vu dans les exemples. Et je vais vous donner cet exemple d'une société qui a été accompagnée sur 7 ans. Donc, avec un contrat qui était fait sur une année et renouvelable en fonction des résultats. Et comme vous voyez, c'est plutôt une PME qui n'a pas forcément beaucoup de monde, avec un produit niche qui n'est pas forcément très facile à vendre. Et en fait, cette société faisait un peu d'export, mais de manière très opportuniste, et en ayant finalement personne qui parlait anglais dans l'entreprise. Donc finalement, les gens avec lesquels l'entreprise avait pu avoir quelques chiffres d'affaires export étaient plutôt des gens qui les avaient
trouver et qui passaient des commandes en français. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà tout restructuré du début à la fin. On a mis en place une stratégie. On a évoqué quels moyens on allait mettre en place. On a déposé un dossier d'assurance prospection sur 3-5 ans. Et on a décidé la première année de prospecter 7 pays. On est parti donc en responsable export dans les différents pays. Et là, comme le dit Céline, nous nous sommes appuyés sur nos partenaires locaux. C'est-à-dire que l'intérêt dans l'externalisation, c'est que vous pouvez décider d'externaliser depuis la France, externaliser dans les pays et mixer les deux, d'avoir un responsable export qui va prêcher la bonne parole et qui va pouvoir développer le chiffre d'affaires via les partenaires locaux. Donc, ça, c'est très important. On a donc défriché ces 7 premiers pays la première année. Qu'est-ce qui s'est passé en fin d'année? On s'est rendu compte qu'il y avait 4 pays où, finalement, il y avait peu de chances de faire du chiffre d'affaires à long terme. Donc, on s'est concentré sur les 3. Et en deuxième année, on a dit, on va vraiment booster ces 3 pays. Et sur les autres, on va continuer à faire de la relance, mais indirecte, c'est-à-dire sans se déplacer dans les pays. Donc, on avait 3 pays dans lesquels on continuait à mettre en place des réseaux de distribution, des agents, trouver des clients, et 4 pays dans lesquels on entretenait la relation qui avait été faite la première année. Tout ça a donné donc en deuxième année 0 chiffre d'affaires. Troisième année, fin de deuxième année, la chef d'entreprise dit « c'est dangereux, j'arrête ». Et j'ai dit « ben non, parce que là, tout va payer en année 3 et nous avons une assurance prospection qui nous aide à aller jusqu'à la fin de l'année 3. On va aller au bout et on va sortir le chiffre. » Et c'est ce qui s'est passé. Fin d'année 3, tout s'est débloqué dans l'année 3 et on a doublé le chiffre d'affaires export sur la troisième année. Donc, vous voyez, quand vous dites qu'il faut du temps, effectivement, c'est un élément important. Et donc, on a réussi donc pour cette société à la fin de la 4e année, parce qu'on a continué à travailler, on a ouvert d'autres pays, et en fin de 4e année, on avait pratiquement un réseau de distribution qui était dans une vingtaine de pays, et qu'on a continué donc à développer. Donc, en année 4, 5, nous avons développé et prospecté des nouveaux pays tout en entretenant les relations avec les anciens, ce qui fait que la boule continuait de grossir. Et enfin, à la fin, année 6, l'entreprise a souhaité reprendre en interne. On a formé les gens jusqu'à les accompagner pour qu'en année 7, ils soient complètement opérationnels en interne. Et donc, c'est un outil qui a vraiment été fait sur mesure en termes de choix de pays, en termes d'adaptabilité des stratégies d'une année sur l'autre, de plans d'action, de gens, de salons auxquels participer. Et puis, sur les derniers exemples qu'on peut avoir, on digitalise aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'on fait du multicanal. On est capable aujourd'hui de mixer le sédentaire, le terrain, le digital, le réseau local, le réseau depuis la France. Donc, on va peut-être passer cet exemple pour passer la suite et pouvoir prendre des questions sur les 10 dernières minutes. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça, ça fonctionne, quand on a un pays qui fonctionne bien, on peut se dire, mais finalement, essayons d'ouvrir ce pays en propre et appuyons-nous sur des forces locales qui vont travailler tout au long de l'année pour nous. Donc, on peut externaliser dans un pays. Et si ça marche bien, après avoir fait toutes ces études et avoir déjà sorti du chiffre d'affaires et avoir une activité pérenne, on peut très bien dire « je vais aussi créer une filiale locale ». Mais donc, tout ça se fait par étapes grâce à l'externalisation et grâce aux compétences externes sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors, vous l'avez compris, on va de la stratégie à l'action et c'est ce qui fait que ça fonctionne parce que, comme je pense l'a dit à juste titre Pascal, les gens qui externalisent sont souvent des professionnels qui ont la culture du résultat et qui vont vous relancer aussi en interne pour faire les choses qui vont vous permettre de sortir du chiffre d'affaires à la fin. Donc voilà, donc on peut passer de la France vers l'export et dans les pays et enfin créer une filiale. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on peut externaliser et on a vu que les contenus peuvent aller de faire direct en prospection directe ou mettre en place des réseaux. C'est le rôle de l'externalisation, c'est de jongler avec tout cet ensemble pour le bien de l'entreprise, comme un directeur export classique le ferait
je dirais que la motivation des externalisés, comme on sait qu'on est prestataire et que c'est le résultat qui va compter, on a souvent tendance à s'investir beaucoup plus parce qu'on sait qu'on a besoin de prouver des résultats pour pouvoir continuer nos contrats. Est-ce qu'il y a encore une slide, Céline, sur laquelle oui, vous pouvez alors commenter? je l'ai passé, je ne sais pas si vous la voyez, parce qu'effectivement, le dernier sujet qu'on peut apporter, c'est une autre manière aussi d'exporter et d'externaliser, c'est l'exportation collaborative, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Vous voyez cette slide-là avec l'exportation collaborative? Ou pas? Oui, oui, oui. Vous la voyez? OK. Cécile, si tu veux Oui. dire effectivement quelques mots. La promotion qui est faite sur votre écran est la promotion d'un livre qui a été écrit par Anne Martel-Raison, du cabinet EOC International basé en PACA, qui prône l'exportation collaborative depuis une vingtaine d'années, et un académique, Jean-Christophe Gessler, et tout ça sous couvert de la fabrique de l'exportation. Et donc, il va vous appuyer sur un éclairage lorsque vous estimez que payer quelqu'un en interne ou en externe, en individuel, peut parfois être trop coûteux. Et du coup, le fait de se regrouper pour exporter sous une bannière unique, avec des produits complémentaires ou concurrents, peut permettre à l'ensemble de prospecter un pays donné avec une réduction des coûts puisque c'est partagé entre l'ensemble des membres. Donc, c'est une autre formule qui peut être intéressante. On monte régulièrement des groupements. D'ailleurs, je vais la semaine prochaine en monter un sur l'île de la Réunion. Donc, c'est un sujet qui peut également être intéressant. Ça, c'est vraiment excuse-moi, c'est effectivement, oui, c'est vraiment passionnant parce que on a sur un secteur donné le dirigeant où vous pouvez vous dire bah ouais, mais moi je suis tout seul, ça va me coûter cher, je sais pas, je suis pas sûr, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Le fait de se regrouper par secteur d'activité, hein, souvent, va permettre effectivement d'avoir en plus une offre beaucoup plus riche, de pas venir directement en concurrence frontale, mais parfois d'avoir des produits complémentaires, de marcher sous une même bannière, parce que souvent, si je ne m'abuse, Cécile, en fait, il y a une marque qui est créée aussi par rapport à ça. Une identité commune, une structure de groupement avec des règles de fonctionnement entre les membres, et puis une identité commune qui est donc le fruit de la collaboration entre membres, et c'est pour ça qu'il faut un animateur ou une animatrice externe pour justement fédérer les membres et s'assurer que tout le monde est représenté à sa juste valeur et qu'il n'y ait pas en fait de quelqu'un qui tire la couverture à soi. Et ça fonctionne bien. Je pense que Pascal l'a dit tout à l'heure, l'intérêt aussi de l'externalisation, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est qu'on apprend aux côtés de ces personnes qui vont vous aider à grandir dans votre compétence export, dans la connaissance des techniques, dans le marketing, dans l'animation des réseaux sociaux, et puis dans la connaissance aussi des techniques qui permettent de recruter, animer un distributeur, un agent, des techniques de prospection. Donc, on partage vraiment le savoir-faire et ça fait grandir aussi les équipes, les dirigeants qui peuvent aussi partager leur expérience entre eux et partager aussi parfois même des carnets d'adresses lorsqu'on est sur des produits complémentaires, ce qui fait que ça va aussi beaucoup plus vite sur cet aspect-là. Alors, la question n'est pas arrivée, mais souvent on me dit, mais tout ça c'est bien, mais combien ça coûte finalement? Si je prends l'exemple de tout ce qui a été dit aujourd'hui, pourquoi on ne met pas de prix sur un document comme ça? Parce que les prix sont fonction du temps à passer, des personnes qu'on va affecter à la mission de service export externalisé, des pays qu'on va viser et des actions qu'on va mener. Est-ce qu'on va faire des salons? Est-ce qu'on va aller prospecter? Est-ce qu'on va faire du digital? Est-ce qu'on va faire du sédentaire? Est-ce qu'on va faire du terrain? Tout ça, on le détermine dans la stratégie. Alors, pour vous donner des fourchettes, on a des commerciaux à temps partagé dans l'OSCI qui facturent 1 000 € par mois, plus des commissions, plus des frais complémentaires en fonction des missions. Il y a d'autres personnes qui vont considérer qu'à partir du moment où on met 4-5 personnes autour de la table et qu'on vise 3, 4, 5 pays, bon, ben, ça peut monter jusqu'à 100 ou 120 000 € par an. Parce que vous avez plus d'actions, plus de monde qui travaille et vous avez une équipe complète à disposition. Et quand je vous donne ces coûts-là, ce sont des coûts qui sont à comparer avec un salaire chargé. Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Une prestation de service, c'est net.
et c'est net, et il n'y a pas non plus de risque qu'il pourrait y avoir via des contrats salariés, puisque quand on sort, tout est carré au départ, on sait quelles sont les portes de sortie de ces contrats d'externalisation. Donc, vous voyez, il n'y a pas de règle. Ça peut être quelques milliers d'euros, et ça peut être beaucoup plus puissant à partir du moment où, quand on détermine qu'on va aller chercher 1 ou 2 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut mettre plus de monde, plus vite, plus de pays. Donc, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est un investissement qui peut être couvert une fois de plus par l'assurance prospection et qui est rentable à terme. Donc, si je prends l'exemple du client de tout à l'heure, c'était 100 000 euros la première année, c'était 50 000 la deuxième, c'était 25 000 la troisième, on est remonté en quatrième année en fonction de ce qu'on avait décidé de faire et on déterminait ensemble les budgets chaque année et les actions à mener. L'avantage, c'est qu'effectivement, on va avoir une approche qui est globale sur un projet global d'exportation où on va venir adapter. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est cette diversité, cette flexibilité dans tout ce qui peut être proposé, où on va ajuster. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça peut effectivement être beaucoup d'actions au début parce qu'il faut mettre des choses en place. Comme le disait Pascal, une approche aussi ADV, enfin administrative, douane, de voir ce qui est à structurer pour l'entreprise, après le diag, après cette priorisation de marché, de dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place au sein de l'entreprise pour que tous les voyants soient ouverts et qu'on puisse lancer derrière des missions de prospection, des missions purement commerciales. Donc, une approche globale du projet d'exportation, avec des personnes compétentes à chaque moment du projet. Voilà. Sur le collaboratif, vous divisez ces coûts par le nombre de membres. Donc, vous pouvez avoir des coûts qui vont aller de 5 000 à 20 000 euros par an. Ça peut être plus en fonction, une fois de plus, du nombre de pays, du nombre de missions. Je vois qu'il est 57. On va peut-être prendre quelques questions. Tout à fait. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou est-ce qu'on a été très, très clair? Il n'y a pas d'autres. Je regarde dans la conversation. Je ne vois pas d'autres questions. Non, on a été du coup très clair. Peut-être terminer pour le ratio, puisqu'on a indiqué les coûts, mais il faut indiquer ce que ça rapporte. Très souvent, en année 1 et 2, c'est de l'investissement. Et quand vous faites le cumul sur ce que fait BPI, c'est-à-dire on regarde au bout de la 5e, la 6e, la 7e, la 8e année ce que ça rapporte, on s'aperçoit grosso modo qu'on a un ROI à 10%. Et quand on est à 10%, c'est pas mal, mais il faut l'analyser sur plusieurs années, sur le long terme. Tout à fait. Alors, je vois que Nadia nous remercie. Écoutez, Nadia, si on a pu vous aider à y voir plus clair, on est content. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Et moi, j'ai été ravie d'être invitée par mes collègues de la région Rhône-Alpes. Merci à toi, en tout cas, Cécile, pour ta disponibilité, d'avoir accepté cette co-animation et de nous avoir éclairé vraiment sur aussi, toi, ton cœur de métier sur le service export externalisé. Stéphane, merci à toi pour ton éclairage aussi sur la partie financement. Vous pouvez retrouver évidemment nos coordonnées sur le slide, sur la présentation, sachant que nous avons enregistré l'atelier. Donc, on va pouvoir aussi le partager et récupérer. On vous enverra le slide de présentation par mail si ça vous convient. Et une dernière chose, faites-le savoir. N'hésitez pas, allez-y. À bientôt, merci. Merci à tous en tout cas de votre participation. Bonne journée à vous. Merci à tous. Merci mesdames. Bravo. À bientôt. Merci beaucoup beaucoup. pour l'animation. Tout le monde. Au revoir. Belle journée. Au Au revoir. revoir, merci. Vous êtes là, Cécile, tu es là? Hop là.